Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons collectivement la bienvenue au webinaire « Favoriser le maintien dans l'emploi de vos salariés ». Ce webinaire, il s'inscrit dans une série de 2 webinaires, les lundis du maintien. Aujourd'hui, lundi 16, à votre attention, employeurs du secteur privé. Lundi prochain, le 23, il sera adressé aux employeurs publics. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Qu'est-ce que la SEPH? C'est un rendez-vous annuel qui a pour objet de sensibiliser aux questions de l'emploi et du maintien dans l'emploi un large public, le plus large possible. La SEPH, c'est un moment fort pour se mobiliser tous ensemble. D'un côté, les partenaires de l'emploi et du handicap, comme la Direct, la GFI, le FIP, l'ARS, Pôle emploi, les acteurs associatifs aussi, l'APF, l'ARS, l'APF, pardon, l'ADAPI, Trisomie 21, les acteurs économiques, comme les entreprises adaptées, les partenaires de l'insertion par l'activité économique et vous, employeurs. Quelques chiffres. En 2019, la SEPH en Nouvelle-Aquitaine a recensé 135 actions. Pour 2020, malgré la situation sanitaire difficile, nous avons recensé plus de 100 actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées et du maintien, dont les lundis du maintien qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, pour l'animation de ce webinaire, nous avons réuni des acteurs du maintien dans l'emploi des Deux-Sèvres. Les services interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres, le CIST 79, les services de santé au travail de la MSA, les services sociaux de la CARSAT et de la MSA, la GFI. Des temps forts vont venir ponctuer cet après-midi. Tout d'abord, des informations étayées sur notamment une définition au sens large du maintien dans l'emploi comme problématique majeure, le rôle des différents médecins, la prévention de la désinsertion professionnelle, les organismes de conseil et d'accompagnement du travail, la reconnaissance du handicap, les aides et services de la GFI. Viendront également des temps d'échange qui seront initiés à partir de vos questions que vous pourrez poser via l'onglet questions si vous regardez votre écran en haut à droite de l'écran. Le chat, lui, il servira plutôt pour d'éventuels soucis de connexion, de son, etc. Nous allons télécharger le PowerPoint pour celles et ceux qui auraient des soucis de débit faible, par exemple d'affichage. Vous précisez que l'animation du webinaire, il se fait avec l'appui du PRITH. Alors, le PRITH, de quoi parle-t-on? C'est un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui est défini dans le Code du travail. C'est un plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais en milieu ordinaire de travail. Il est financé et piloté par la Direct, la GFI, le FIP et l'ARS et Pôle emploi qui est membre actif de son comité de coordination. C'est un outil qui intègre dans ses axes de travail les politiques de l'emploi, de la formation, du droit commun. Quand on parle de droit commun, on parle ici des partenaires du service public de l'emploi que sont les missions locales et Pôle emploi, et les politiques de droit spécifiques que sont le Cap emploi, les ESAT par exemple. Le PRITH Nouvelle-Aquitaine, il est ancré dans la réalité des territoires, avec l'appui d'un prestataire externe, Handicaptitude. Et j'en profite donc pour me présenter. Donc, je suis Hélène Racionero, chargée d'appui et de développement au sein de la mission de coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine, et je suis spécifiquement dédiée sur le secteur Nord. Nous sommes au total 4 personnes pour la mise en œuvre opérationnelle et l'animation territoriale de ce plan d'action. Je passe maintenant la parole à Natalia Benoît, responsable du service de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien dans l'emploi du CIST 79, pour aborder la problématique du maintien dans l'emploi et faire un focus également sur la cellule interpartenariale du maintien du département des Deux-Sèvres. Natalia, à toi. Merci beaucoup, Hélène. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter effectivement cette particularité en Deux-Sèvres qui est une cellule parce que en Deux-Sèvres, il y a une longue tradition de travail en partenariat pour offrir le meilleur service dans le cadre du maintien dans l'emploi aux entreprises et aux salariés, mais également aux indépendants de notre département. Donc, comme vous le voyez, cette cellule, c'est une cellule interpartenariale. Et elle regroupe que ce soit des structures de sécurité sociale, comme la MSA ou la CARSAT,
mais également des structures beaucoup plus opérationnelles comme Cap Emploi, comme Comet, aussi bien des partenaires de la fonction publique que de la fonction privée, puisqu'on retrouve également le centre de gestion et d'autres partenaires comme le FIP. Voilà, l'objectif de cette cellule et ce que nous avons cherché à faire en nous côtoyant et en échangeant, c'est véritablement d'abord mutualiser les pratiques. Beaucoup d'organismes, vous le savez, avec des fonctionnements différents. Le fait de mutualiser, c'était d'être le plus opérationnel possible pour nos entreprises. C'est aussi un lieu où on étudie les cas les plus complexes, ceux qui ont le plus de difficultés à trouver une solution avec les fonctionnements de chacun. Et donc, à travers les brainstorming que sont nos réunions, ça nous permet de mieux disséquer des situations qui nous paraissent vraiment compliquées et qu'on arrive avec difficulté à traiter. Donc, c'est aussi l'objectif. Et lorsqu'on n'arrive pas à trouver de solution, c'est également un lieu où on peut discuter des mesures qui pourraient nous aider à faire évoluer ces situations qui ne trouvent pas de réponse. L'objectif étant toujours le même, trouver des solutions au maximum de situations de maintien de l'emploi qui peuvent se présenter pour aider nos entreprises, nos salariés, les agents, que ce soit la fonction publique, l'administration, mais que dans le cadre du maintien dans l'emploi, on puisse trouver de vraies réponses. Alors, c'est valable aussi pour les indépendants. On dit souvent, on n'est pas sectaire, hein, on prend tout le monde. Et au niveau des indépendants, la problématique peut être également très importante. La question sera moins abordée au niveau de ce webinaire, mais il est question déjà en 2021 de faire un webinaire pour les indépendants lorsqu'on aura une bonne structuration de l'absorption du RSI par la CPM et on pourra apporter des réponses pointues à nos indépendants. Pourquoi le maintien dans l'emploi est si important? On le sait, c'est une problématique majeure. Vous êtes des responsables d'entreprise, des responsables du personnel, des employeurs, et vous savez à quel point cette question du maintien dans l'emploi est une question véritablement problématique. Là, c'est véritablement de prendre en considération tout ce qui pose un vrai risque d'inaptitude. On estime qu'un Français sur deux, ce qui n'est pas négligeable, aura au cours de sa carrière un problème avec son aptitude au poste de travail. Alors pour certains, ce sera un problème partiel, voilà, sur une petite partie de l'activité, ou sur toute l'activité. Ça pourra être très temporaire parce que ce sera une difficulté de santé momentanée, ou ça pourra être quelque chose qui mettra en jeu toute sa carrière. Donc, l'objectif, c'est vraiment de répondre à ces situations qui ne sont pas si rares que ça. Pourquoi autant de questions? Pourquoi cette question du maintien devient de plus en plus prégnante? Vous le savez, les carrières s'allongent. Donc, ça veut dire qu'il faut de plus en plus vieillir à son poste. Alors qu'on a de moins en moins d'années en bonne santé. Donc, ces carrières qui s'allongent posent effectivement la question du maintien dans l'emploi au poste. Il y a également une multiplication des maladies professionnelles. On le voit, le taux de maladies professionnelles augmente. Mais également, nous avons de plus en plus de maladies invalidantes qui viennent mettre en difficulté les salariés. Quels sont les enjeux? En tant qu'entreprise, vous les connaissez. Le turnover, c'est-à-dire les difficultés peuvent amener de l'absentéisme. Ça peut faire perdre aussi des compétences. On peut se retrouver, moi j'ai eu le cas il y a quelques années, sur des savoir-faire très spécifiques où il y a peu de personnes qui maîtrisent les compétences. Et lorsque ce sont des postes qui aggravent l'état de santé, on peut finir par perdre tout le savoir-faire. Donc, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à travers les aménagements que l'on peut apporter aux entreprises, c'est aussi un moyen de leur amener des innovations techniques auxquelles ils n'auraient pas eu accès s'il n'y avait pas eu ces problématiques de départ. Donc, pour l'entreprise, vous les connaissez, les avantages et les désavantages sont relativement clairs. Pour le salarié, il s'agit bien sûr d'éviter la désinsertion et de maintenir la vie affective. Il y a une statistique qui est extrêmement intéressante, qui date maintenant un petit peu des années, je dirais, 2000, et qui disait que 40% des SDF à Paris avaient eu une inaptitude médicale. Ça vous laisse voir jusqu'où peut mener l'inaptitude. C'est vraiment quelque chose
de très complexe à gérer. Elle l'est pour les salariés, pour l'entreprise, mais elle l'est également sur nos comptes sociaux. Puisque quand vous avez des salariés qui sont mis inaptes, qui sont en recherche d'emploi, ce sont souvent, à cause des difficultés, ceux qui vont avoir le plus de mal à retrouver du travail. Donc, ça veut dire des enjeux liés aux arrêts, avec des arrêts longs sur les comptes de la sécurité sociale, sur les comptes de Pôle emploi. Donc, tout ça, c'est un cercle vicieux. L'objectif de toutes les démarches qui ont été mises en place, c'est d'aller vers un cercle vertueux. Et à partir de là, avoir un accompagnement qui évite tous ces désagréments. C'est ce que l'on vous propose aujourd'hui à travers ce webinaire. On vous propose de pouvoir mieux comprendre les mesures et quels sont les partenaires qui sont à vos côtés pour traiter ces situations. Les situations, c'est un salarié qui a des difficultés à réaliser son activité, ou bien des difficultés à s'adapter à une activité qui évolue. De plus en plus, on est dans le changement. Mais on peut avoir des salariés qui, avec des difficultés de santé, ont beaucoup plus de mal à s'adapter que le tout à chacun. Ce sont aussi des maladies qui peuvent avoir des répercussions sur la capacité de travail. Ou vous pouvez être en situation de ne plus avoir de poste à proposer. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui les différents partenaires qui peuvent être à vos côtés pour vous aider dans ces situations très critiques. Comment étudier les situations de poste de travail, comment envisager des évolutions de poste ou envisager d'autres postes dans l'entreprise, voir si véritablement ce n'est pas possible, qui peut vous accompagner pour envisager une reconversion professionnelle. Lorsqu'on n'a pas pu accompagner son salarié à l'intérieur de son entreprise, le fait déjà de pouvoir peut-être l'aider à aller vers autre chose qui lui convienne, c'est déjà un moindre mal. On sait très bien que ce sont des situations très difficiles à gérer et très pénibles à gérer pour l'employeur, les services de ressources humaines. C'est vraiment des situations complexes. D'ailleurs, on fera un focus sur la reconnaissance de travailleurs handicapés que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, délivrée entre autres, et on le verra tout à l'heure que ce n'est pas le seul cas par la MDPH, et surtout, qu'est-ce qu'elles ouvrent en termes d'aide et de services auprès de la GFIP, et ce sera nos collègues de la GFIP qui présenteront ces mesures. Pour cette partie, aujourd'hui, nous allons avoir différents acteurs du maintien qui vont être là pour vous présenter toute cette panoplie. Alors, moi, Nathalie Benoît, je me suis présentée tout à l'heure au niveau du service de santé au travail et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Vous aurez également ma collègue Christelle Noumé-Brun pour le Cap Emploi, mais également Fanny Neveu pour la CARSAT, assistante sociale à la CARSAT, qui sera accompagnée par sa collègue de la MSA, puisque nous avons aussi des entreprises de la MSA aujourd'hui, Élise Grelot, donc qui viendra présenter aussi l'accompagnement au niveau de la MSA. Fabien Gingros, qui est un conseiller prévention, qui nous présentera ce travail particulier qui est fait au niveau de la MSA, mais également Paul Personnier, chargé d'études de la GFIP, pour tout ce qui est mesures d'accompagnement au niveau financier et services au niveau de la GFIP. En ce qui me concerne, je vais vous présenter un partenaire incontournable. Vous le connaissez bien, c'est le médecin du travail. Alors, le médecin du travail, on le trouve dans les services de santé au travail. Vous avez aujourd'hui deux grands services de santé au travail. Ce sont les services de la CPAM, des services privés, le SIST 79, mais également les services de santé de la MSA. L'objectif est effectivement d'éviter toute altération de l'état de santé des travailleurs. Conduire des actions de santé au travail, mais également participer à la traçabilité. On l'a vu dans certains événements, c'est important de pouvoir suivre tout au long de sa carrière quelle a été l'évolution de l'état de santé et quelle a été la conséquence du travail par rapport à cet état de santé. Nous sommes d'accord, l'objectif c'est bien de la prévention, c'est-à-dire d'éviter toute altération, qu'elle soit physiologique, physique, morale, de l'état du salarié. Mais parfois, lorsqu'elle est altérée, ça veut dire aussi la repérer. Repérer lorsque des difficultés commencent à se faire jour et pouvoir, bien sûr, organiser la prise en charge à ce moment-là de ces difficultés à travers tout ce qui est prise en charge précoce, plus elle est précoce, mieux c'est, des situations d'inaptitude au poste.
Pour ça, dans les services de santé, aujourd'hui, on a des équipes pluridisciplinaires. Ce n'est plus le médecin du travail seul avec sa secrétaire médicale. Vous savez que les services de santé au travail ont énormément évolué. Vous avez aujourd'hui l'équipe médicale qui a le médecin du travail, mais aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des infirmiers auprès du médecin du travail, liés notamment, et là, je pense que, voilà, je ne vais pas dévoiler un grand secret, à la forte pénurie de médecins du travail, notamment sur un département comme les Deux-Sèvres, qui est particulièrement concerné. Donc, on va retrouver le médecin du travail, les infirmiers de santé au travail, assistés de leur secrétaire médical. Mais vous avez d'autres professionnels qui sont venus se rajouter, qui sont notamment tous les intervenants en prévention des risques professionnels, notamment pour le côté cyste. Vous pouvez avoir les ingénieurs chimistes, les métrologues, les ergonomes, les psychologues du travail. Donc, toutes ces compétences sont là pour venir vous aider dans le cadre de la prévention. Vous avez également les assistantes de santé au travail qui sont moins connues, mais qui viennent notamment faire l'évaluation des risques dans les entreprises les plus petites, moins de 20 en règle générale. Vous avez les intervenants de la prévention de la désinsertion professionnelle qui sont, entre guillemets, associés au service social et qui viennent prendre en charge les salariés avec des difficultés au niveau du maintien à leur poste et qui n'ont pas forcément de reconnaissance de travailleurs handicapés. Ou de voir, par exemple, s'ils peuvent partir plus tôt en retraite pour essayer de limiter l'impact sur l'état de santé. Sur l'AMSA, vous avez par exemple le conseiller en prévention. Et d'ailleurs, on va faire un petit focus concernant le conseiller en prévention de l'AMSA, qui est Fabien Gingros. Alors, à moins qu'il ne puisse pas nous rejoindre, il y a eu quelques difficultés de connexion tout à l'heure. Je vais peut-être poursuivre et nous verrons si tout à l'heure il peut nous rejoindre pour qu'on revoie un petit peu. Ah, voilà. Alors, Héloïse, peut-être que Fabien… Oui, mon collègue a quelques soucis pour venir, pour accéder au webinaire. Alors, peux-tu nous dire, Héloïse, qui est notre collègue assistante sociale de la MSA? Alors, je vais tenter de répondre, de vous expliquer pour lui, sachant que, voilà, même si je travaille en collaboration avec lui, je n'ai pas non plus tous les détails de son poste précisément. Donc, il travaille au sein des entreprises, auprès des employeurs et des salariés. Pour cela, il réalise donc des études de poste, que ce soit des analyses d'ergonomie du poste de travail et de l'environnement de travail. Le but est de permettre que le travail se fasse dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau de la santé qu'au niveau de la rentabilité de l'entreprise. Il travaille aussi en concertation avec les acteurs de l'entreprise, que ce soit le salarié concerné, les responsables, les animateurs de sécurité ou les chefs d'entreprise. Il recherche des solutions adaptées pour que ça convienne à tout le monde. Alors, il arrive. Je lui laisse la parole. Bonjour Fabien. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Oui, ça peut arriver. Bonjour, merci. J'espère qu'on a été le plus fidèle pour l'instant, mais on vous laisse poursuivre. D'accord, merci de m'accueillir. Donc oui, en nos missions là, au sein de la MSA, nous accompagnons les entreprises à tout moment hein, pour améliorer les conditions de travail et assurer la santé et la sécurité des salariés. Alors dans le cadre du maintien dans l'emploi, hein, nous réalisons des études de poste. Alors ces études de poste, elles peuvent être réalisées à tout moment, hein, comme je vous le disais. Ceci dit, une fois la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé bien établie, nous pouvons faire une analyse ergonomique du poste et de l'environnement de travail. Ensuite, nous analysons hein, en concertation avec tous les acteurs de l'entreprise, hein, que ça peut être le responsable, le salarié lui-même, bien sûr, en espérant qu'il ne soit pas en arrêt de travail. Parce que c'est toujours, on préfère avoir le salarié sur place dans l'entreprise pour analyser son poste. Hein. On peut analyser donc avec le responsable, avec l'animateur sécurité. S'il y a une structure dans l'entreprise comme le C2SCT, on peut aussi le faire en coordination. Et puis, bien sûr, ça peut être avec le chef d'entreprise également. Nous recherchons à chaque fois une solution adaptée, que ce soit sur le plan organisationnel, sur le plan technique, donc OTHF, hein, c'est ça, organisationnel, technique, humain et financier,
Donc, sur la technique, nous allons rechercher, par exemple, des fournisseurs ou travailler en concertation avec des fournisseurs de machines pour voir si une adaptation est possible, par exemple. Et sur le plan financier, on va aller chercher des financements possibles pour accompagner l'entreprise. Ensuite, on fait aussi, bien sûr, le lien avec les acteurs externes de l'entreprise. Donc, ça va être le médecin du travail. Des fois, ça peut être aussi le médecin de famille, tout simplement. Mais bon, en général, pour améliorer les conditions de travail, c'est avec le médecin du travail. Les infirmiers au travail aussi, qui sont dans l'équipe pluridisciplinaire de la santé sécurité au travail. Les assistantes sociales et puis Cap Emploi. Donc, on travaille toujours en concertation. Avec tous ces partenaires. Et ce qui nous permet normalement d'apporter une réponse au plus proche des besoins du salarié et de l'entreprise, et en fonction de la capacité aussi de l'entreprise à pouvoir s'adapter à ce qu'on demande, quoi. Très bien. Donc, une réponse globale, effectivement, et on l'entend, une vraie concertation. Alors, on le voit, on a ces partenaires, notamment tels que le conseiller prévention comme Fabien. Ce que l'on va trouver, c'est aussi des outils. C'est-à-dire, à partir de quoi on commence? Le premier outil, le principal, c'est la visite médicale. Alors, il y a plusieurs types de visites médicales, vous le savez, mais moi, je vais faire un focus sur 3 visites qui sont extrêmement importantes dans le maintien dans l'emploi. Une des visites les plus importantes, donc, c'est la visite de pré-reprise. Elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle permet d'anticiper. Et c'est ce dont on a besoin, notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, être vraiment le plus précoce possible au niveau de l'intervention. Cette visite peut être demandée aussi bien par le salarié que le médecin traitant ou le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale. Et elle ne peut pas être demandée par l'employeur. Par contre, je vous en parle parce que c'est déjà arrivé. Si jamais un salarié vous dit « Voilà, j'ai une visite de pré-reprise, est-ce que je dois y aller ?» C'est oui. C'est oui parce que c'est essentiel. Même si la reprise n'est pas tout de suite, cette visite de pré-reprise permet au médecin du travail de commencer à évaluer les difficultés qui vont se poser, mais aussi de voir un petit peu les collaborations et tout ce qui va être à déclencher pour favoriser la reprise. D'ailleurs, c'est souvent au moment de la visite de pré-reprise que commence le travail de collaboration avec l'entreprise elle-même. Notamment parce qu'on va le voir avec nos collègues de la CARSAT, de Cap Emploi, vous allez avoir des mesures qui peuvent se mettre en place dès l'arrêt. Et vous verrez qu'avec l'évolution, de plus en plus de choses peuvent se mettre en place pendant l'arrêt. Donc, cette visite de pré-reprise, elle est véritablement primordiale. L'autre visite, celle-là, vous la connaissez tous, c'est la visite de reprise. Elle est obligatoire dès qu'il y a un arrêt de un jour pour tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, elle est obligatoire d'emblée. Pour ce qui est maladie, accident, vous avez 30 jours d'arrêt nécessaires pour faire une visite de reprise. Vous devez passer cette visite dans les 8 jours suite à la reprise de travail. Quel est l'objectif? Vérifier l'aptitude, effectuer tout ce qui est préconisation d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail et à partir de là, examiner les propositions, notamment si des choses ont déjà été faites en amont et qu'elles se mettent en place. C'est au moment de cette visite de reprise que cet échange va être beaucoup plus constructif. Que ce soit la visite de pré-reprise ou la visite de reprise, vous êtes en situation, en règle générale, d'arrêt ou de sortie d'arrêt. Il y a une visite auquel on pense moins, mais qui peut être vraiment très intéressante, notamment pour prendre les choses le plus en amont possible. C'est la visite à la demande. Elle est beaucoup moins connue. La visite à la demande est beaucoup moins connue. Elle permet, par exemple, alors qu'il n'y a absolument pas d'arrêt long, mais peut-être parfois de petits arrêts courts répétitifs qui vont, en tant qu'employeur, vous alerter. La personne s'arrête une semaine tous les mois, une semaine tous les 2 mois, et ainsi de suite. Donc là, ça commence à alerter. Mais vous avez aussi, et je sais que ça va parler à certains d'entre vous, vous avez aussi, par exemple, des salariés qui ont une maladie invalidante, qui font tout pour que ça se passe bien et ne rien demander, qui se font le plus discret possible, mais où vous voyez qu'ils ont de plus en plus de difficultés, qu'ils ont parfois
tendance à nier. On est dans un phénomène de déni parce qu'ils ne veulent pas voir parfois leur état se dégrader. Cette visite à la demande, qui peut être à la demande du salarié, à la demande de l'entreprise, du médecin du travail, elle peut permettre justement de prendre ces situations le plus tôt possible. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à la demander et elle permet de travailler sur les solutions avant même que les choses ne deviennent parfois critiques. Donc, ces 3 visites sont extrêmement importantes et elles permettent véritablement d'analyser la situation dans de bonnes circonstances pour que les choses se passent bien et qu'on puisse amorcer le maximum de partenaires. Ce sont des visites réalisées par le médecin du travail, mais vous l'avez vu, on a parlé du médecin traitant, du médecin conseil qui pouvait faire aussi la demande de ces visites. Je vais me permettre de faire un petit focus sur ces 3 médecins. Ce sont les 3 médecins qu'on voit intervenir le plus souvent et il y a souvent confusion dans le rôle de chacun. Alors, vous allez les voir là avec leur sigle. Le médecin traitant est le médecin qui coordonne les soins. C'est lui qui va, au niveau du dossier médical de la personne, regrouper les avis de spécialistes, tous les éléments, et qui va centraliser les demandes. Il va travailler avec le médecin conseil qui, lui, est dans la caisse de sécurité sociale, que ce soit au niveau de la CPM ou de la MSA, celui qui contrôle les arrêts de travail. Et son objectif à lui, c'est de voir l'aptitude par rapport au travail en général. Alors que nos collègues médecins du travail, du SIST ou de la MSA, leur rôle, c'est bien la prévention, mais aussi tout ce qui est aptitude au poste de travail. C'est pour ça que le médecin du travail est attaché à un poste de travail, à une entreprise. Vous pouvez, d'ailleurs, vous avez ce type de situation où vous avez un salarié qui est, par exemple, maçon dans une entreprise, qui a été mis inapte, qui va aller ensuite être maçon dans une autre entreprise. Et là, le chef d'entreprise de l'entreprise initiale va me dire, mais attendez, je comprends pas, il a été mis inapte dans mon entreprise, il est dans l'entreprise d'à côté avec le même poste. Sauf que être maçon dans une entreprise et être maçon dans une autre, ce n'est pas le même poste. Maçon, c'est très général. Si dans la première, être maçon, ça veut dire faire tous les travaux, notamment lourds, voire monter sur des toitures, s'il a des problèmes pour monter en hauteur, ça n'ira pas. Alors que dans l'autre entreprise, s'il ne fait que du carrelage ou des travaux de petite finition, eh bien là, ça ne posera pas de souci. Donc, il y a bien une distinction à faire entre ces 3 médecins qui n'interviennent pas au même moment. Le médecin conseil, c'est vraiment sur le travail en général, le médecin du travail sur le travail en entreprise, alors que le médecin généraliste, lui, va venir coordonner tous les soins. Voilà. Donc là, vous l'avez vu, des partenaires qui interviennent. Vous allez voir tout l'accompagnement qui se fait ensuite. Lorsque cette détection a été faite, et si possible de manière le plus précoce possible, vous allez voir tous les partenaires qui vont accompagner. Ce que je vous propose ici, c'est suite à ces éléments qui vous ont été donnés, c'est voir si peut-être il y a des questions, avoir un petit temps d'échange pour voir si on peut répondre déjà à quelques questions avec nos collègues. Alors là, pour l'instant, Nathalie, il n'y a pas du tout de questions. Peut-être plus tard, susciter sur le vif une première question. N'hésitez surtout pas. Sur des sigles, peut-être que vous n'avez pas compris, peut-être un rôle à redéfinir. Alors souvent, la confusion, c'est le médecin conseil. On a souvent parfois des salariés qui disent le médecin conseil, il a dit que j'étais guérie. Et ça peut parfois interroger parce qu'il y a une fin d'indemnité journalière. Alors, c'est un raccourci souvent. Le médecin conseil ne dit pas que les personnes sont guéries. Il dit qu'il stabilise ou qu'il consolide la situation parce que le protocole a été appliqué et qu'il n'y aura pas d'amélioration on va dire, spectaculaire de l'état de santé, ni une dégradation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments donnés, des personnes qui reviennent au travail alors qu'elles ont encore des difficultés. Alors ça, c'est une question qui, lors d'autres interventions, revient souvent. Voilà. On peut peut-être… Alors là, on a une question.
notre salariée avec la reconnaissance de handicap souffre depuis plusieurs semaines d'une grande fatigue. Elle est régulièrement arrêtée. Ceci impacte fortement son moral. Nous avons évoqué la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Quelles sont les démarches, formalités à suivre? À qui adresser le dossier? Alors, on va le voir. Ça, c'est typiquement une situation où je crois, Fanny, au niveau de votre intervention, vous répondez notamment avec cette possibilité de mettre le mi-temps thérapeutique. Il y a eu des changements au niveau du mi-temps thérapeutique que vous allez aborder tout à l'heure. Ça, c'est une question où on va répondre. Oui, c'est Loïse qui va y répondre. Voilà. On a notamment la possibilité, effectivement, de mettre maintenant en place des mi-temps sans faire d'arrêt, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir se faire. Et vous allez pouvoir adresser notamment le dossier. S'il n'y a pas spécialement de questions, je vais au médecin du travail. Voilà. Il ne faut pas hésiter. La première étape, c'est vraiment, pour Madame Collomb, c'est vraiment déjà de vous adresser à votre service de santé au travail pour présenter la situation et qu'il puisse coordonner avec le médecin traitant notamment la mise en place de ce mi-temps thérapeutique. Donc, je dirais que la première étape que nous allons avoir là, et il y a des choses à faire dans le cas que vous citez, Madame Collomb, c'est vraiment de vous mettre en lien avec le médecin du travail, avec la fameuse visite à la demande qui va permettre de faire le point sur la fatigue et ensuite de mettre en place ce mi-temps thérapeutique assez aisément, surtout s'il y a ce dialogue avec le médecin du travail. Je pense que là, on aurait déjà une bonne prise en main. Et ensuite, on verra si d'autres partenaires sont nécessaires, comme le Cap emploi, par exemple, s'il y a d'autres mesures d'aménagement du temps de travail, d'aménagement matériel qui vont devoir être mises en place. Donc là, première étape, si ça n'a pas été fait, hein, parce que ça a peut-être été fait, première étape, voir avec le service de santé au travail en faisant cette fameuse visite à la demande, puisque votre salarié n'est pas forcément arrêté sur le moment, mais commence à avoir ses petits arrêts, et travailler à ce moment-là avec le médecin traitant et le médecin du travail pour voir quels sont les partenaires qui pourront intervenir. Et vous verrez, dans la suite du webinaire, vous allez voir toutes les mesures qui peuvent véritablement aider dans une situation telle que celle que vous décrivez. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être laisser poursuivre. Eh bien, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Dans la suite du webinaire, notre collègue Madame Collomb, enfin notre participante Madame Collomb dit que le médecin du travail conseille justement l'aménagement du temps de travail. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on va voir dans la suite du webinaire. Donc là, il y a déjà une prise en charge et vous allez voir aussi les partenaires qui vont pouvoir intervenir. Là, vous le voyez en termes d'accompagnement du salarié, vous avez effectivement le Cap emploi qui va vous être présenté, les mesures de l'AGEFIP, notamment au niveau de l'aménagement du temps de travail. On va voir entre l'invalidité et d'autres mesures, quelle sera la plus adaptée à la situation de votre salarié. Je vous laisse poursuivre, mesdames, pour la CARSAT et la MSA. Oui, donc je rappelle juste qu'il y a un onglet spécifique pour les questions, parce que s'il y a des questions qui sont avec des commentaires, on pourrait rater certaines questions, donc pas hésiter à aller dans l'onglet questions pour poser vos questions pour qu'on puisse les repérer plus facilement. Et puis pas hésiter à en poser tout au long et on fera une autre pause pour répondre à vos questions un petit peu plus loin dans la présentation. Donc du coup, moi je suis Fanny Neveu, donc je suis assistante sociale au service social de la CARSAT et donc je prends la suite de la présentation. L'accompagnement du salarié lorsqu'il a un problème de santé se fait par plusieurs acteurs différents. Certains dont on a déjà parlé, hein, le SIST 79 pour les salariés du privé, Cap emploi, la MSA, donc le service social, qui est représenté par Héloïse, qui est présente aujourd'hui, Comet France et moi pour le service social de la CARSAT. On vous a également mis le logo de l'assurance maladie, puisque le service social de la CARSAT, on peut aussi l'appeler le service social de l'assurance maladie, puisque une grosse partie de nos missions nous sont données par l'assurance maladie, et notamment d'accompagner les salariés qui ont un problème de santé. Donc,
une mission qui nous rassemble tous les acteurs que j'ai cités juste avant, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc sur cette mission, on essaye d'agir assez précocement, de faire des détections précoces à l'aide des différents partenaires, à l'aide aussi des médecins. Ça peut être le médecin conseil qui va nous signaler une situation d'une personne, par exemple, qui va être en arrêt de travail et qui va avoir sûrement des difficultés à reprendre son poste à terme. Donc, les objectifs de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est dans un premier temps de sécuriser le parcours de santé et la situation sociale du salarié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait s'assurer que tous les droits ont bien été ouverts. Donc, le premier droit, c'est bien sûr le droit à l'arrêt de travail et à l'indemnisation. Donc, que le salarié ait bien des indemnités journalières qui lui sont versées, que le montant soit le bon également. Donc, on fait le lien avec le salarié pour savoir si tout ça est bien mis en place. S'assurer aussi de l'ouverture de tout droit connexe qu'il peut y avoir à l'arrêt de travail, et notamment les maintiens de salaire. Donc, les maintiens de salaire qui peuvent être faits par l'employeur directement, mais aussi par la mise en place de prévoyance. Et je vous en parle aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a certains salariés qui, des fois, reprennent à travailler alors que l'arrêt de travail aurait dû continuer parce que ils ne perçoivent que leurs indemnités journalières parce que les démarches auprès de la prévoyance n'ont pas été faites par l'employeur, et du coup le salarié se retrouve dans une situation financière compliquée et n'est pas en mesure de rester en arrêt pour cette raison, et du coup il va reprendre peut-être trop tôt alors qu'il aurait pu prolonger son arrêt, et ça peut le mettre en difficulté et également vous mettre en difficulté, vous, employeur, parce que il va peut-être de nouveau être en arrêt ensuite parce que finalement il ne pouvait pas reprendre, ou alors on ne sait jamais, il peut également avoir un accident sur son poste de travail parce qu'il n'était pas prêt à reprendre. Donc ça, c'est des éléments importants pour nous à sécuriser dès qu'on rencontre les personnes, en fait, pour s'assurer qu'effectivement, déjà, toute cette partie-là, elle soit bien mise en place pour ensuite, effectivement, aller vers ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi. Donc là, qui va consister à aider les salariés à se maintenir à leur poste de travail, à leur emploi dans leur entreprise. Donc, on peut passer par des aménagements de poste, des reclassements. Donc, tout ça, ça va être détaillé un petit peu plus loin dans notre intervention. Et puis également accompagner les salariés à retrouver les conditions nécessaires à une reprise d'activité professionnelle ailleurs, dans une autre entreprise, dans un autre secteur, quand dans son entreprise, le maintien n'est pas possible. Donc notamment, on les accompagne sur des reconversions professionnelles qui peuvent passer par des bilans de compétences ou des essais encadrés, dont on va vous parler aussi un petit peu plus loin dans la présentation. Donc là, je vais passer la parole à Christelle Noumébrun, qui est chargée de mission à Cap Emploi pour la suite de la présentation. Merci Fanny. Bonjour à tous. Donc Christelle Noumébrun, chargée de mission donc maintien dans l'emploi du Cap Emploi. Comme vient de vous le décrire Fanny, on était sur la notion donc de la prévention de la désinsertion professionnelle axée sur le maintien dans l'emploi. Et donc là, je vais essayer de vous présenter de manière un petit peu plus détaillée qu'est-ce qu'on appelle la démarche de maintien dans l'emploi. Souvent, quand vous êtes confronté à une situation de salarié qui a des difficultés de santé, il va falloir se poser au final plusieurs hypothèses. La première, ça va être celle de l'aménagement de poste. Est-ce que le salarié est en mesure de pouvoir continuer à occuper la même activité, le même poste de travail, mais sous certaines conditions? Ces conditions vont être les suivantes. On va être soit sur la nécessité d'aménager au niveau technique le poste de travail. Cela veut dire qu'on réfléchit, on analyse, on observe et on essaye d'identifier quels seraient le matériel, les engins qui pourraient permettre de venir compenser la problématique de santé sur le poste de travail. Il peut également y avoir les aménagements organisationnels. Là, on va entendre par cet aménagement organisationnel le fait d'imaginer, d'organiser le travail différemment.
de revoir la répartition des tâches, de revoir avec l'équipe de travail si les choses peuvent s'organiser autrement. On va être sur tout cet aspect-là, puisque parfois il peut ne pas y avoir de réponse purement technique, mais on va bien être sur une organisation du travail de manière différente et à travailler avec l'équipe parmi laquelle fait partie le salarié. On va également réfléchir sur la question du temps de travail. Ça permet de rebondir un petit peu sur la situation que présentait Madame Collomb tout à l'heure. Là, effectivement, on peut parfois être sur le même poste de travail, mais la seule variable d'ajustement qui va pouvoir être utilisée pour compenser la situation de santé, ça va être d'agir sur le temps de travail. Même si on fait un aménagement technique, parfois ça peut ne pas suffire, parfois ça n'est pas la réponse, l'aménagement technique, mais le temps de travail peut en être une. Donc là, effectivement, après, il peut y avoir plusieurs dispositifs qui permettent d'agir sur cette question-là, et on les verra dans un second temps avec les aides, notamment AGEFIP, qui peuvent intervenir dans ces cas-là, ou d'autres choses comme comme les pensions d'invalidité. Donc là, on va être sur la première hypothèse. Quand on se rend compte que l'aménagement de poste ne va pas être possible, eh bien, on étudie la deuxième hypothèse, qui va être plutôt le reclassement interne. Effectivement, il peut y avoir plusieurs postes dans une entreprise, au sein de vos entreprises, et on peut donc imaginer qu'un salarié puisse basculer sur un autre poste. Et celui-ci peut demander d'ailleurs une formation au préalable. Dans ces cas-là, le but, ça va être de construire le parcours de formation pour que le salarié puisse rebondir sur ce nouveau poste au sein de l'entreprise. Donc, formation, ça peut être soit par des formations en interne, soit par des formations courtes, soit par des formations qualifiantes qui font passer par un projet de transition professionnelle, anciennement congé individuel de formation, donc le CIF, appelé comme ça donc auparavant. Et puis, on peut aussi imaginer que sur un reclassement interne, certes, poste de reclassement possible, mais qui peut aussi nécessiter des aménagements. Donc, dans ces cas-là, on reprend un petit peu les items qu'on a présentés dans la première hypothèse. On peut aussi réfléchir sur l'aménagement matériel, organisationnel ou temps de travail, mais dans le cadre d'un reclassement interne. Une troisième hypothèse, celle de la sortie de l'entreprise. Effectivement, il peut arriver qu'on ne trouve pas de solution, soit en termes d'aménagement de poste, soit en termes de reclassement interne. Dans ces cas-là, on se dirige vers une sortie d'entreprise. Cette sortie d'entreprise, elle peut se faire de différentes manières. L'idée, en tous les cas, c'est d'essayer de l'anticiper au mieux et qu'on essaye de la catégoriser comme une sorte de sortie positive, entre guillemets, de façon à ce que toutes les conditions soient réunies pour que ça se passe le mieux possible pour l'entreprise et pour le salarié, malgré le fait qu'on soit sur une sortie d'entreprise. Les sorties d'entreprise, on va pouvoir les décliner, on va dire, en trois grands axes. On va avoir les sorties d'entreprise où on va être plutôt sur des reconversions professionnelles, où là, c'est le secteur d'activité de l'entreprise qui ne convient plus, par exemple, et il va falloir donc envisager une reconversion professionnelle dans un autre secteur d'activité. Donc là, c'est un accompagnement à la construction de ce parcours, comme l'a expliqué un petit peu Fanny tout à l'heure. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place, comme bilan de compétences et autres, pour travailler cette piste-là. Il y a également la piste retraite. On peut se rendre compte qu'une personne arrive en fin de carrière et que parmi les dispositifs de législation retraite anticipée existantes, il y en a une qui peut peut-être correspondre. Donc, on va essayer de mener une réflexion aussi à ce niveau-là, ce qui permettrait une sortie retraite qu'on pourrait considérer comme une sortie positive en fin de carrière, malgré la situation de santé compliquée. On peut également avoir la piste de la pension d'invalidité. Là, on va être sur des sorties d'entreprise ou des personnes qui, du fait d'un état de santé dégradé de manière assez importante, ne vont pas pouvoir reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et donc là, on essaye d'aller chercher les dispositifs existants dans ces cas de figure pour pouvoir accompagner au mieux les salariés. Ce qui est très important sur ces trois hypothèses, c'est que ça concerne le salarié, mais ça vous concerne vous aussi, employeur, et que la collaboration de l'entreprise est très importante pour pouvoir mener à bien ces différentes réflexions sur ces différentes hypothèses, même dans le cadre de la sortie d'entreprise. Un parcours de reconversion peut se construire avant de sortir de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment une collaboration importante de tous les acteurs, avec le médecin du travail en arrière-plan, mais en acteur principal quand même, qui va permettre de pouvoir identifier
ou du moins de valider les pistes qu'on aura fait émerger en termes d'aménagement de poste, de reclassement ou de futures sorties d'entreprise peut-être. Voilà un petit peu ce qu'on peut décrire sur la démarche de maintien dans l'emploi. Vous seront présentés tout à l'heure quelques outils, quelques leviers qui sont à votre disposition pour justement un petit peu approfondir ces différentes hypothèses et puis les aides spécifiques qui pourront être associées en fonction de la reconnaissance du handicap ou non des salariés. Bien évidemment, pour pouvoir agir dans le maintien dans l'emploi, cela se fait à l'aide d'un réseau de partenaires très actifs en Deux-Sèvres. Nous collaborons beaucoup entre nous, ne serait-ce que par les cellules de maintien dans l'emploi qui vous ont été présentées en début de ce webinaire, avec des rencontres régulières au cours de l'année. Pour chaque situation, on peut être amené aussi à travailler en collaboration. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez différents partenaires qui sont présents aujourd'hui, certains qui sont absents, et je vais du coup plus vous citer ceux qui sont absents pour vous donner une indication sur ce qu'ils font. Vous avez donc la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. On y reviendra un petit peu tout à l'heure en ce qui concerne la reconnaissance du handicap. Vous avez également donc le partenaire Comet, qui va être l'unité d'insertion socio-professionnelle qui accompagne les personnes qui sont hospitalisées au centre de rééducation du Grand Feu. Le but, en fait, c'est d'initier une démarche précoce d'insertion dès la phase active des soins pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc, vous pouvez, en tant qu'entreprise, être aussi contacté par cet organisme-là parfois, très en amont, du coup, dans l'anticipation, et c'est toujours très important d'être dans cette anticipation-là, pardon. Vous allez également avoir la FNAT. La FNAT qui est une association des accidentés de la vie, dont le but est de proposer un service de conseil et de défense des droits pour les personnes, ainsi qu'un accompagnement social pour pouvoir réaliser différentes démarches en lien avec la notion du maintien dans l'emploi de manière générale. Donc, ce réseau partenarial est vraiment très important, très actif en Deux-Sèvres. Vous pouvez en voir un petit peu le témoignage aujourd'hui où nous sommes tous présents pour essayer de vous présenter le maximum d'informations pouvant vous aider à mieux appréhender la démarche de maintien dans l'emploi. Et je vais pouvoir maintenant passer la parole à ma collègue Héloïse qui va vous présenter de manière plus pratico-pratique des premiers leviers qui peuvent être utilisés pour accompagner les personnes en situation de santé. Et je pense que ça va pouvoir répondre aussi de manière complémentaire au questionnement de Madame Collomb, dont la situation va peut-être nous servir tout au cours de ce webinaire pour rebondir dessus et apporter des éclairages. Je te laisse la parole, Héloïse. Je te remercie, Christelle. Donc, il y a, comme vous le disiez Christelle et Fanny auparavant, il y a donc différents leviers pour permettre aux salariés qui ont des problématiques de santé d'avoir un nouveau projet professionnel, soit au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont, soit dans une autre entreprise. Donc, on vous a parlé de la visite de pré-reprise au préalable. Il existe aussi ce qu'on appelle l'essai encadré ou la période de mise en situation en milieu professionnel, PMSMP. En fait, ce sont des périodes de stage qui peuvent avoir lieu pendant l'arrêt de travail, soit au sein de l'entreprise dans laquelle le salarié travaille sur un poste aménagé ou sur son ancien poste de travail, soit sur un nouveau poste de travail, mais aussi peut avoir lieu dans une autre entreprise afin de voir ce que peut éventuellement donner une reconversion professionnelle. Il y a aussi la possibilité de faire des bilans de compétences et ou des formations qualifiantes et ou diplômantes. Donc là, c'est pareil, c'est anticiper la fin de l'arrêt de travail, la forte probabilité d'une inaptitude, donc d'un licenciement qui va aller avec, et donc pouvoir se projeter sur la suite et avoir déjà un projet plus ou moins préparé pour le salarié. Au niveau de la MSA, on nous propose aussi des actions collectives, elles s'appellent Avenir en soi et Récupérer aller à l'essentiel. En fait, ce sont un travail de groupe pour pouvoir réfléchir sur soi-même à titre personnel et professionnel et se rendre compte qu'en fait, les salariés peuvent constater qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ces périodes de doute et de questionnement et essayer de les accompagner dans cette démarche-là. Toutes ces actions ont lieu pendant l'arrêt de travail. L'employeur n'est pas forcément informé de ces actions parce qu'elles ont lieu hors du temps de travail.
Par contre, le salarié a l'obligation d'en avertir ces organismes de sécurité sociale, car ce sont la CPAM et la MSA qui autoriseront le salarié à les réaliser et qui pour lui permettre d'être couvert en cas d'accident. Et il doit également demander l'accord à son médecin traitant. Il existe aussi le temps partiel thérapeutique ou reprise de travail léger, on l'appelle aussi communément mi-temps thérapeutique. L'objectif, c'est de permettre au salarié une reprise progressive à son poste ou à un autre poste dans l'entreprise et sur un temps de travail réduit par rapport à celui qu'il avait avant son arrêt de travail. L'objectif, c'est vraiment de tester, de voir comment ça se passe, de voir comment le salarié se sent, comment c'est gérable avec l'entreprise. Et la durée et les horaires, c'est à définir entre l'employeur et le salarié dans le respect des prescriptions du médecin du travail. La visite de pré-reprise, justement, elle permet aussi de préparer tout ça, aussi bien avec le salarié qu'avec l'employeur. Et donc, depuis la fin de l'année 2019, le temps partiel thérapeutique peut être mis en place sans qu'un arrêt à temps complet le précède. Avant, il fallait au minimum un arrêt de travail à temps complet de 8 jours pour pouvoir engager derrière un temps partiel thérapeutique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On vous propose un temps de questions, si vous en avez, afin de pouvoir vous répondre. Pas de questions pour l'instant recensées. D'accord. Donc, je te laisse la parole, Paul. Oui, ça marche. Merci, Héloïse. Donc, je me présente. Je suis Paul Personnier. Je suis chargé d'études et de développement à la GFIP Nouvelle-Aquitaine sur le site de Poitiers. Donc, dans la séquence restante et la dernière séquence de ce webinaire, on va vous présenter de concert avec ma collaboratrice de Cap Emploi, Christelle Noumébrun, la dimension handicap emploi. En fait, voilà, à quoi on peut avoir accès si j'ai un de mes salariés qui est en situation de handicap. On va voir qu'il y a tout un panel d'aides-services mobilisables. Donc, je vais vous en faire la présentation. Alors, quand on parle de reconnaissance du handicap, qu'est-ce qu'on y met derrière? D'abord, vous dire que cette reconnaissance du handicap, elle a un double intérêt. Elle a un double intérêt. Elle a d'abord un intérêt pour vous en tant qu'employeur, parce que grâce à cette reconnaissance, vous allez pouvoir répondre à votre obligation légale d'emploi des travailleurs handicapés. Et pour le salarié, bien évidemment, ça lui permettra de bénéficier de tout un panel d'aides et services spécifiques, donc que je présenterai avec Christelle tout à l'heure. Donc, c'est bien la reconnaissance du handicap, c'est bien un préalable indispensable pour bénéficier de cette aide et services. Aujourd'hui, la GFIP a une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'on peut être dans une démarche de reconnaissance pour commencer à initier ces démarches de mobilisation d'aide et de services pour pouvoir sécuriser le parcours des personnes. C'est très important de dire qu'on ne va pas attendre que la personne ait effectivement le titre pour commencer à travailler sur son parcours de maintien. On peut avancer avant même que la personne ait son titre, dès lors qu'on peut attester de la démarche et de l'effectivité de cette démarche. Donc, les titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Natalia l'a dit tout à l'heure un petit peu. Effectivement, on a souvent en tête le titre de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais il n'y a pas que ça. Alors là, on vous a mis cette slide-là. Elle est un peu lourde, mais pour autant, elle a le mérite de lister l'ensemble des titres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui sont tous listés à l'article 5212-13 du Code du travail. Donc, on a effectivement les RQTH sur le premier alinéa, qui est attribué par l'organe décisionnaire de la MDPH, ce qui est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc la CDAPH. Mais on voit qu'il y a tout un panel de titres. On a aussi la pension d'invalidité, qui est attribuée au titre du régime général, par exemple de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale. Voilà, tout un panel de titres qui ouvre droit à ces aides et prestations qu'on va présenter juste après. Alors, Christelle, je vais te laisser la parole parce qu'effectivement, on va parler du CRPE, qui est mobilisable dès lors que la personne a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, Christelle? Merci Paul. Donc effectivement, avant de détailler les mesures plus spécifiques de la GFIP, on va faire un petit focus sur un levier qui est plutôt méconnu, mais qui est un levier qui dépend des caisses d'assurance maladie, qu'on appelle donc le contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Ce contrat de rééducation professionnelle s'adresse donc pour la plupart du temps à des personnes qui ont perdu la possibilité d'exercer leur emploi, donc suite à une problématique de santé, que ce soit en maladie, accident de travail ou maladie professionnelle. Je dirais la plupart du temps, parce que parfois on peut être amené à l'utiliser pour se réaccoutumer à l'exercice de son ancien métier. Mais effectivement, il est peu utilisé et quand on l'utilise, on est souvent dans le cas de figure de se former à un nouveau métier. Donc, c'est un contrat qui permet d'engager un parcours de formation
de manière individualisée, prenant en compte bien évidemment la situation de santé du salarié, ainsi que le poste qui serait du coup adapté à son état de santé à l'issue de cette formation. Donc, quelque chose de méconnu et pourtant qui peut avoir toute son importance. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fait appel à ce type de dispositif, mais voilà, il a le mérite d'exister et devrait pouvoir être utilisé de manière, je pense, plus fréquente. Les modalités pour pouvoir mettre en place un contrat de rééducation professionnelle, comme vient de le préciser Paul, effectivement, il fait partie des dispositifs, on va dire, plus spécifiques, puisqu'il faut être titulaire donc d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour pouvoir y prétendre. Il prend la suite d'un arrêt de travail la plupart du temps. Et c'est un contrat qui va être conclu entre la CPM ou la MSA, selon le régime d'affiliation, l'employeur, qui peut être l'employeur actuel ou un nouvel employeur, et le salarié. Ce contrat, donc il a d'une durée de 3 mois à 1 an et est soumis à l'accord de la directe. Pendant ce contrat-là, le salarié perçoit son salaire, comme habituellement, comme prévu par la convention collective. Et la particularité de ce contrat, c'est que soit la CPM, soit la MSA va venir participer financièrement à la rémunération du salarié. En général, à une hauteur, en tous les cas, maximum de 50%. C'est un des gros intérêts de ce contrat de rééducation, c'est l'idée de vous soutenir en tant qu'entreprise pour pouvoir financer le salaire du salarié qui va être dans le cadre de ce contrat de rééducation professionnelle. Et puis, comme on parlait de formation, la formation suppose coûts pédagogiques, et les coûts pédagogiques, et bien dans ces cas-là, on va voir ce que peuvent permettre de faire les OPCO ou le CPF des salariés, et puis, on va le voir un petit peu plus loin, mais on peut être amené à solliciter l'AGFIP également pour venir cofinancer les coûts pédagogiques dans le cadre d'une formation en contrat de rééducation professionnelle. Donc, voilà, il faut savoir que ces contrats existent et que des organismes comme la CPM ou comme le service Cap Emploi sont en mesure de pouvoir répondre à vos questions concernant ce dispositif-là et de vous accompagner de manière pratico-pratique si vous êtes amené à être confronté à un salarié qui pourrait rentrer dans le cadre de ce type de contrat. Voilà, donc je vais repasser la parole à Paul, où là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail concernant l'AGFIP, ses services et ses aides. Merci beaucoup, Christelle. Alors vous allez voir, on va se renvoyer un peu la balle jusqu'à la fin de cette présentation avec Christelle, parce qu'elle est l'experte aussi de la mobilisation de nos aides et services sur le terrain. Donc, je vais faire une présentation et puis, à certains moments, Christelle prendra la main pour présenter comment ça s'articule concrètement sur le terrain pour favoriser le maintien d'un salarié en situation de handicap. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet du droit spécifique, le droit des aides et services, donc de l'AGFIP, à votre destination, donc pour que vous puissiez être outillés et pour favoriser la démarche de maintien d'un de vos salariés en situation de handicap. Bien évidemment, cette offre de service est aussi à destination des travailleurs indépendants. Donc, l'AGFIP, vous dire que c'est un organisme paritaire créé par la loi du 10 juillet 1987. C'est l'organisme qui gère les contributions financières versées par les entreprises privées de plus de 20 salariés soumises à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, l'obligation d'emploi, vous le savez, c'est 6% dans les entreprises. Donc, c'est une offre de service qui intervient en complémentarité et subsidiarité du droit commun, c'est-à-dire qu'il faut avoir investigué au préalable le droit commun, voir ce qu'il offre comme possibilité avant de pouvoir mobiliser les aides et services de l'AGFIP. Je vais laisser la main à Christelle parce qu'on va présenter aussi ce qu'est Cap Emploi, l'offre de service de Cap Emploi, d'appui et d'accompagnement Cap Emploi aux entreprises, qui est un service financé par l'AGFIP. Je te laisse la main, Christelle. Merci, Paul. Donc oui, le Cap Emploi, donc présent sur le département, et comme dans chaque département de France d'ailleurs, donc est un service financé par l'AGFIP, qui a, on va dire, 2 pôles. La partie plutôt insertion, ça va être faciliter le recrutement et l'intégration, et puis la partie maintien dans l'emploi, qui va nous concerner plus aujourd'hui. L'idée étant de sécuriser le parcours professionnel de la personne handicapée dans l'entreprise. Donc Cap Emploi, dont je fais partie avec mes collègues donc chargés de mission maintien dans l'emploi, est un interlocuteur en fait de terrain privilégié pour être à votre disposition, pour être le premier contact, afin de vous guider dans la démarche de maintien dans l'emploi par rapport à des salariés qui seraient donc en situation de handicap et pour lesquels il faudrait
réfléchir à des solutions. Très clairement, la question de Madame Collomb tout à l'heure, sur qui peut accompagner dans ce type de démarche, dans la mesure où vous avez précisé, Madame Collomb, que votre salarié avait une démarche ou une reconnaissance de travailleur handicapé, très clairement, Cap Emploi va être un acteur privilégié pour pouvoir vous accompagner au mieux à réfléchir à cette situation et faire le point sur les différentes hypothèses, comme je les ai présentées tout à l'heure, et réfléchir donc à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour favoriser le maintien en emploi de votre salarié. Et donc ça, c'est valable auprès de toutes les entreprises. Donc nous sommes plusieurs chargés de mission en Deux-Sèvres pour intervenir sur l'ensemble du département. Nous sommes actuellement 6 personnes pour être à votre disposition pour répondre au mieux en termes déjà d'information, de conseils, d'accompagnement, de mise en œuvre de démarches maintien, avec l'objectif principal de maintenir vos salariés dans vos entreprises. Paul, je te relaisse la main pour qu'on puisse découvrir les offres et que j'en donne quelques exemples. Oui, merci Christelle. Donc, Cap Emploi est votre interlocuteur privilégié, c'est sûr, comme vient de le dire Christelle, et notre partenaire privilégié aussi sur les aides et services que je vais vous présenter ici, qu'on va vous présenter ici. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter l'aide à l'accueil, à l'intégration et ou à l'évolution professionnelle, donc là vraiment dans le cadre d'un maintien pour une évolution professionnelle d'une personne en situation de handicap. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aide? C'est une aide qui a pour objectif d'accompagner la prise de fonction ou l'évolution professionnelle de la personne handicapée dans l'entreprise. Elle est prescrite par le conseiller Cap Emploi et elle est prescrite dès lors que vous êtes en mesure de vous en tant qu'employeur, nous fournir un plan d'action qui va être mis en place, donc qui présente en fait les frais liés à cette démarche. Donc, ça peut être donc l'AGEFIP va prendre en charge des frais liés à soit, par exemple, un programme de sensibilisation ou de formation au handicap du collectif de travail. Ça peut également être l'accompagnement du manager à la prise en compte du handicap ou encore l'accompagnement individualisé pour la personne ou l'encadrement. Ça peut être du tutorat, par exemple, du coaching ou un temps d'encadrement dédié. Donc, c'est une aide qui est plafonnée à 3 000 € en fonction des besoins que vous avez listés dans ce plan d'action. Christelle, est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, de tutorat dans l'entreprise? Comment ça se matérialise concrètement sur les aides extérieures de personnes qui viennent aider sur le poste de travail? Alors, un exemple ou plutôt un complément, je dirais, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il s'agit d'accueillir, d'intégrer ou d'accompagner une évolution professionnelle d'un salarié en situation de handicap, on peut supposer que ça nécessite un tutorat, un coaching, un encadrement pour, par exemple, rappeler les consignes, suivre le travail réalisé, faire un feedback sur le travail réalisé également. Donc, l'idée est vraiment de prendre en compte, selon le type de handicap, puisqu'on peut être sur un handicap psychique, on peut être sur un handicap visuel, on peut être sur un handicap moteur, peu importe. En tout état de cause, l'idée étant de pouvoir ne pas se freiner sur l'idée que vous pouvez être accompagné pour, on va dire, financer le temps qui va être dégagé, soit par quelqu'un dans l'entreprise, un référent qui aura été identifié au préalable, soit par une personne extérieure, pourquoi pas, pour faciliter au final la prise de poste, la prise de fonction, en prenant en compte la situation de handicap du salarié. Merci beaucoup Christelle. Alors maintenant, on va parler de l'aide à l'adaptation des situations de travail, qu'on appelle communément AST, encore un sigle. Alors cette aide, elle a quel objectif? L'objectif, c'est bien de permettre le maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap par l'adaptation de son poste de travail. Donc, c'est une aide dont le versement est évalué après l'analyse de la situation. En cofinancement de l'employeur, donc de vous en tant qu'employeur, sur le volet de la compensation du handicap uniquement. C'est important de savoir ça parce que l'AGEFIP n'interviendra uniquement financièrement que sur le volet de la compensation. On ne vient pas se substituer à vos obligations légales, que ce soit en matière de prévention des risques professionnels, d'amélioration des conditions de travail ou encore de mise aux normes d'hygiène et de sécurité. C'est une aide qui est directement mobilisable par vous en tant qu'employeur ou par les travailleurs indépendants, donc, mais qui est et qui doit, je pense, être intermédié par les services de Cap Emploi parce qu'ils sont votre repère et votre guide sur les mises en place de cet aménagement-là, parce que eux savent exactement notamment ce qui est de l'ordre de la compensation ou pas. Donc, c'est vraiment votre interlocuteur privilégié sur la mobilisation de ces aides. Si vous vous questionnez sur un aménagement de poste, n'hésitez pas à les contacter. Je vais te redonner la parole, Christelle, pour que tu expliques un peu comment ça se matérialise, cette aide technique sur le volet de compensation, notamment comment ça fonctionne en pratique.
Ah oui, merci Paul. Donc effectivement, cette mesure adaptation des situations de travail, l'idée de départ, ce serait de toute façon d'abord d'analyser, d'étudier, d'observer le poste de travail pour essayer donc d'imaginer quelles sont les adaptations qui seraient possibles. Donc les services Cap Emploi sont en mesure de faire donc ces études de poste qui parfois sont aussi complétées, comme on l'a vu tout à l'heure, par les préventeurs qu'on peut retrouver soit à la MSA, soit aux intervenants en prévention des risques professionnels du SIST 79. Parfois, on est en concertation aussi, puisqu'il y a déjà des études qui ont pu être faites, par exemple, au préalable, avant qu'on parle de situation de handicap. En tout état de cause, les services de Cap Emploi peuvent intervenir lorsque les personnes donc, ont leur reconnaissance ou en voie de l'obtenir pour pouvoir justement donc, analyser ces postes de travail. L'analyse des postes de travail va permettre de définir quels sont donc, les actes d'adaptation possibles. On peut avoir, par exemple, des adaptations techniques, comme on le disait un petit peu tout à l'heure. Adaptation technique, ça va vouloir dire trouver le matériel qui va permettre de venir compenser la situation de handicap, permettre la possibilité de mettre en place des essais de matériel ou des démonstrations. On travaille avec différents types de fournisseurs qu'on rencontre régulièrement pour connaître leurs différentes évolutions et donc les faire intervenir pour permettre du test de matériel quand c'est possible ou des démonstrations comme je le disais juste avant. L'idée étant de pouvoir définir quel est le matériel qui va venir compenser la situation de handicap. Et c'est bien sur ce volet-là qu'on pourra solliciter la GEFIP pour la demande de financement. C'est-à-dire, comme le disait très justement Paul tout à l'heure, la GEFIP va intervenir en compensation, mais ne va pas prendre en compte l'obligation légale de l'employeur. C'est pour ça que, par exemple, quelque chose de classique sur un poste tertiaire, sur un siège, effectivement, la GEFIP n'ira pas intervenir à 100% sur la prise en compte d'un financement pour un siège de bureau. On va bien s'attarder sur les options du siège qui vont être spécifiques au handicap, et pour lesquels on va pouvoir solliciter le financement de la GEFIP. Ça peut être également le cas pour le volet agricole, un salarié agricole qui vient être amené à conduire un tracteur et qui a une problématique au niveau des membres inférieurs, le fait d'adapter les manettes au niveau du volant. Par exemple, là, on va être sur quelque chose qui relève bien de la compensation du handicap et pour lesquels, donc, nous allons pouvoir solliciter les fonds de la GEFIP. Et en tant que service Cap Emploi, nous allons pouvoir, avec vous, employeurs, faire le point sur les demandes de financement possibles en fonction de chaque élément de compensation, on va dire, technique. Il existe aussi au niveau de cette mesure ce qu'on appelle l'auxiliariat professionnel. L'auxiliariat professionnel, je vais y arriver, c'est quoi ? C'est de pouvoir solliciter les fonds de la GEFIP qui vont permettre de cofinancer l'intervention d'un collègue, d'un tiers, pour aider le salarié en situation de handicap à son travail. En dehors du temps partiel thérapeutique qui a été présenté tout à l'heure par mes collègues, qui permet d'être sur une reprise progressive, parfois on ne peut pas avoir de temps partiel thérapeutique puisqu'il n'y a plus de droit ouvert aux indemnités journalières, ou parfois ça n'est pas suffisant non plus. Et donc on va pouvoir temporairement solliciter l'aide d'un collègue pour la réalisation des tâches professionnelles, le temps de trouver une solution plus durable, plus pérenne, ou le temps de l'aménagement technique, que l'aménagement technique soit en place. Ça fait partie également donc, de ce qu'on appelle l'aide à l'adaptation des situations de travail. Voilà sur les exemples que je peux donner. Je te repasse. Merci Christelle, merci beaucoup. Je vais te solliciter juste après. Alors, donc maintenant, on va rentrer dans le sujet de quelle est cette aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi. On l'appelle aide au maintien, plus communément admise comme étant appelée donc aide au maintien. Donc cette aide-là vient couvrir les frais occasionnés par la recherche de solutions de maintien dans l'emploi. Donc, tous les frais qui sont à votre charge en termes de temps de concertation, de réunion, nous, on vient compenser ça. Et financièrement, donc c'est un forfait de 2 000 €. C'est une aide qui n'est pas renouvelable pour une même personne chez le même employeur, sauf si, au cours de sa carrière professionnelle, la question du maintien dans l'emploi de cette personne se pose de nouveau. Alors, Christelle, aurais-tu un exemple d'aide au maintien en entreprise ? Oui. Cette aide-là, elle peut avoir toute son importance quand on n'a malheureusement pas pu anticiper les choses.
Comme vous l'a présenté Natalia tout à l'heure avec la visite de pré-reprise, l'idée étant d'anticiper au mieux, ça vous a été aussi présenté par Fanny et Héloïse, assistante sociale, plus on peut anticiper, mieux c'est. Parfois, on arrive dans une situation où on n'a pas été en mesure d'anticiper pour différentes raisons, soit parce que le médecin conseil a pris la décision donc de considérer l'état de santé comme stabilisé et donc de mettre une fin, par exemple, à un arrêt de travail, ou alors une dégradation brutale de l'état de santé sur le poste de travail et que la personne n'est pas en mesure de s'arrêter pour différentes raisons, pour des raisons financières par exemple. En tous les cas, peu importe, cette aide-là, elle se mobilise, on va dire, facilement, rapidement, l'idée étant de pouvoir se dégager du temps afin de réfléchir aux solutions qu'on peut trouver pour favoriser le maintien dans l'emploi du salarié en difficulté de santé. Ça permet de prendre en compte, voilà, comme c'est cité sur le diapo, le temps de concertation, les réunions, ça peut être une prise en charge partielle de salaire parce qu'on n'a pas d'autre solution. Voilà, on peut mettre différentes choses dans le cadre de cette aide recherche de solutions, mais elle peut vraiment avoir son importance et être la variable d'ajustement quand on a besoin d'avoir un petit peu de recul et un petit peu de temps pour poser les choses et faire le point sur les différentes hypothèses, comme je les ai présentées tout à l'heure, aménagement de poste, reclassement interne ou sortie d'entreprise. Parfois, il faut qu'on ait un petit peu de temps pour poser toutes ces hypothèses et réfléchir aux différentes possibilités. Et donc, cette aide peut vraiment être utile, notamment dans ces cas de figure-là. Merci beaucoup, Christelle. Alors maintenant, on va vous présenter deux aides à la formation. La première, c'est l'aide individuelle à la formation dans le cadre du maintien en emploi. Donc, c'est une aide qui a pour objectif de contribuer au maintien dans l'emploi d'une personne handicapée salariée par sa qualification. L'idée, donc, aujourd'hui, avec cette aide, c'est de financer le coût pédagogique de tout type d'action de formation, qu'elle soit réalisée en interne ou par un organisme de formation extérieure, ouvrant des perspectives réelles et sérieuses de maintien dans l'emploi. C'est j'ai dit financement, mais finalement, c'est un cofinancement parce que nous, on vient intervenir en complémentarité des financements que peuvent être, par exemple, ceux des OPCO, du CPF de la personne. Est-ce que, Christelle, tu pourrais nous éclairer un petit peu sur un exemple d'aide individuelle à la formation dans le cadre du maintien dans l'emploi pour un salarié? Oui, alors je ne vais pas en donner un, je vais en donner trois. Ah bah c'est super, c'est encore mieux. Pour éclairer et pour faire un petit peu le lien avec ce qui a été dit avant. Le premier, ça peut être par exemple dans le cadre du contrat de rééducation professionnelle dont on a parlé tout à l'heure. Je vous ai expliqué que le contrat de rééducation professionnelle donc, est accessible pour une personne reconnue travailleur handicapé à la suite d'un arrêt qui ne peut pas reprendre son poste et qui doit se former sur un nouveau poste avec une prise en charge au niveau des salaires à hauteur de maximum 50% de la MSA ou de la CPAM. Dans le cadre, par exemple, d'un contrat de rééducation professionnelle, concernant les coûts pédagogiques donc de la formation, on peut solliciter la GFIP en cofinancement du droit commun. Donc, soit avec l'utilisation du CPF du salarié, et puis pour la partie restante à charge, par exemple, si l'OPCO ne peut pas intervenir, de solliciter la GFIP. L'idée étant de faciliter donc le parcours de qualification du salarié pour arriver à pouvoir être maintenu sur un nouveau poste en lien avec son état de santé. On va dire que ça, c'est le premier exemple et qui permet de faire le lien avec le contrat de rééducation dont on a parlé tout à l'heure. Un deuxième exemple, ça va être tout simplement dans le cadre d'une reconversion professionnelle, interne, voire externe. Une reconversion professionnelle pour un parcours qualifiant, on va dire que la plupart du temps, on passe par ce qu'on appelle maintenant le projet de transition professionnelle qui s'appelait au préalable le congé individuel en formation. Pour un congé individuel en formation, là aussi, il est possible de solliciter la GFIP pour venir cofinancer les coûts pédagogiques de la formation afin de se diriger vers une formation qui est donc adaptée à la situation de santé. Sachant qu'au préalable, il est supposé que la personne ne pourra pas reprendre son poste de travail et que la reconversion professionnelle est nécessaire, que ce soit donc en interne ou en externe. Mais là encore, l'aide individuelle à la formation peut être mobilisée dans ce cadre de ce figure-là. Autre exemple également, une personne qui est sur son poste, qui souhaite se qualifier, évoluer, sécuriser son parcours professionnel et son évolution professionnelle et sa qualification sur le même poste, là aussi, la GFIP peut être amenée à intervenir.
Un exemple, on va dire très concret, une assistante de gestion qui a besoin donc de venir compléter ses compétences par de la qualification sur des outils qui nécessitent des formations de courte durée. En temps normal, souvent les salariés, on peut les diriger vers les organismes extérieurs et on est sur des formations en général collectives sur des outils de qualification, on va dire de courte durée. Dans le cas que je veux vous présenter, c'est le cas d'une assistante de gestion qui, avant même de parler de formation, a eu besoin d'avoir l'aménagement de son poste de travail pour pouvoir l'occuper en adéquation avec sa situation de santé. Donc, un poste de travail équipé d'un siège qu'on va considérer comme médicalisé, plus d'autres équipements en lien avec l'outil informatique pour qu'elle puisse donc pouvoir faire son travail sur son lieu de travail de manière adaptée à sa situation de santé. Ça veut dire que cet aménagement-là, il va être compliqué de pouvoir le dupliquer en centre de formation. Donc, qu'est-ce qu'il a été fait? Eh bien, on a travaillé avec l'organisme de formation pour voir s'il n'était pas possible de construire une formation sur mesure, sur site, et du coup individuelle. Là, il a bien fallu qu'on fasse ce sur-mesure du fait de la situation de santé de la personne. Il a donc été possible de solliciter la GFIP sur le surcoût lié aux sur-mesures de la formation. On a donc utilisé la partie CPF, un peu d'OPCO aussi, et le complément par la GFIP pour permettre à cette personne en situation de handicap de pouvoir sécuriser sa vie professionnelle et continuer à se former tout en respectant sa situation de santé. Voilà pour les exemples que je pouvais donner sur cette partie-là. Merci beaucoup, Christelle. Maintenant, je vais vous présenter donc l'aide individuelle à la formation dans le cadre du maintien de l'employabilité. On pourrait considérer cette aide comme une ouverture de l'aide précédente parce qu'aujourd'hui, là, on ne se situe pas sur des formations qualifiantes, mais plutôt dans le registre de l'amont et de la qualification, c'est-à-dire qu'on est sur des prérequis. On vient financer du coût pédagogique d'actions de formation, donc, comme je viens de le dire, centré prioritairement en amont de la qualification, notamment celles participant à l'acquisition de prérequis et dans l'hypothèse où la prise en compte du handicap dans l'action de formation générerait des surcoûts particuliers. Surcoûts pourquoi? Parce qu'il faut adapter les supports pédagogiques, parce que le temps de formation n'est pas suffisant, il faut en rajouter pour que la personne puisse suivre de manière normale sa formation. C'est une aide qui est mobilisée, donc sans nécessiter que le handicap soit le fait générateur de ce projet d'évolution professionnelle. Donc c'est ça qui la différencie un petit peu de l'aide précédente. L'aide suivante, donc, c'est l'aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc, on appelle plus communément la RLH. Donc, c'est une décision administrative. Là, c'est une aide bien particulière qui vient compenser financièrement, mais de manière durable et pérenne, les conséquences du handicap sur l'activité professionnelle. Donc, les conséquences, c'est quoi pour vous? Ça peut être des charges liées à la moindre productivité du travailleur, à une organisation particulière du travail, ou encore à l'aide ou l'accompagnement d'un tiers ou d'un tuteur. Donc, ces charges, elles sont évaluées de la manière suivante. Il faut qu'elles soient inhérentes au handicap de la personne sur son poste de travail. Il faut qu'elles perdurent après l'aménagement optimal de celui-ci, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu de mobiliser un certain nombre d'aménagements de situation, d'aménagements de travail, d'adaptation, donc comme on l'a présenté tout à l'heure, des AST, mais on voit bien qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'aménagement et qu'il faut, voilà, compenser financièrement le coût lié à la moindre productivité parce qu'on ne peut pas aller plus loin et que l'aménagement de situation de travail ne suffit pas. Il y a quand même des coûts qui sont à votre charge qu'on ne pourra pas compenser autrement que par le biais de cette RLH. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bien des charges qui sont supportées de manière pérenne, durable par vous en tant qu'employeur. Est-ce que Christelle, tu aurais des exemples de RLH et de mise en place de cette RLH en entreprise? Alors oui, Paul, on peut imaginer sur un poste, par exemple, en industrie, sur un poste de fabrication d'un salarié pour lequel donc nous allons d'abord aménager le poste de travail. Ça peut être un salarié qui est, par exemple, sur un poste en général debout et qui, du fait de problématiques motrices, devrait pouvoir alterner la position assise debout. On va d'abord, dans le cadre de l'aménagement optimal, mettre à disposition un siège spécifique assis debout avec plus ou moins d'options en fonction des besoins, de façon déjà à pouvoir répondre à cette problématique-là. On va pouvoir, toujours dans le cadre de l'aménagement optimal, mettre à disposition, par exemple, un chariot à niveau constant, de façon à ce qu'il évite de devoir
se baisser du fait de ses problématiques motrices et d'avoir le matériel dont il peut avoir besoin à disposition et à hauteur, on va dire, permanente, pour pouvoir réaliser son travail. Là, on va être par exemple dans le cadre d'un aménagement optimal, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre aménagement technique à mettre en place. Sauf qu'on se rend compte que malgré cet aménagement optimal, la situation de santé et les problématiques motrices font que ce salarié va avoir un rythme plus ralenti qu'il ne l'avait avant. Plus ralenti de façon à ce que ça induise un coût pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de rendement, en termes de productivité, ça va être plus compliqué. Et donc, ça peut être un exemple dans lequel on va pouvoir solliciter cette mesure reconnaissance de la lourdeur du handicap, où, malgré l'aménagement optimal, on se rend compte qu'il y a une charge pérenne pour l'entreprise parce que la rentabilité va être moindre. Et donc, il peut y avoir une compensation financière. L'idée étant toujours de trouver l'équilibre entre l'état de santé du salarié sur son poste de travail et les contraintes que cela peut représenter pour l'entreprise. L'objectif du maintien dans l'emploi, c'est de trouver l'adéquation en prenant en compte les contraintes du salarié, les contraintes de l'entreprise et de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse trouver une solution qui peut tenir la route. Qui peut tenir la route parce que ça fait l'aide reconnaissance lourdeur du handicap fait partie des mesures pérennes de la GFIP qui permettent vraiment de prendre en compte cette situation-là dans la durée. Donc, on a parlé de perte de rendement, de moindre productivité. L'aide, elle peut aussi venir compenser l'aide régulière d'un collègue. Si je reprends le même exemple de mon ouvrier en production qui a son siège assis debout, son chariot à niveau constant et qui va un petit peu moins vite, peut-être qu'aussi, il peut quand même avoir besoin que plusieurs fois par jour ou une fois par jour, on lui amène à sa proximité son matériel de travail parce qu'il ne va pas être en possibilité de faire trop de déplacements. Là aussi, ça peut supposer du temps dégagé par un collègue de venir tous les matins pendant 30 minutes, par exemple, aider son collègue. Ça aussi, on peut considérer que ça peut être une charge pérenne pour l'employeur parce que pendant que le salarié aide, ce salarié ne fait pas autre chose. Donc, c'est des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de la lourdeur du handicap. Donc là, j'ai donné un exemple sur le côté industrie, on va dire, fabrication, usinage, mais on peut très bien avoir la même chose sur un poste tertiaire, pour les travailleurs indépendants aussi. En tous les cas, cette aide-là, l'idée étant vraiment d'accompagner de manière durable un employeur à supporter le coût induit par une situation de handicap pour lequel nous n'aurions pas trouvé de solution en termes d'aménagement optimal. Donc là encore, les services Cap Emploi sont en mesure de vous accompagner sur ces dispositifs, sur le montage de ce type de demande et d'analyser avec vous ce qui peut relever ou non de ce type de données pouvant supposer avoir accès à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Merci beaucoup, Christelle. Alors, au-delà des aides financières que nous avons présentées juste avant, la GFIP vient financer aussi des prestations. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière prestations? Il y en a deux dans le cadre du maintien dans l'emploi. On a les prestations d'appui spécifiques et les études préalables à l'aménagement des situations de travail, les EPAS, c'est encore des sigles. Qu'est-ce que c'est que les prestations d'appui spécifiques? Donc, c'est un appui expert par un expert du handicap au bénéfice du conseiller à l'emploi, donc typiquement Cap Emploi, et à vous, en tant qu'employeur, qui permet d'identifier précisément les conséquences du handicap sur la situation de travail de la personne. Donc, c'est une prestation qui est prescrite par Cap Emploi ou par vous directement. L'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai un salarié qui est en situation de handicap, avec un handicap bien précis, dont les conséquences me posent vraiment des questions, et il faut absolument que je sois outillé sur la manière de concevoir le poste de travail et le travail de la personne, parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis en difficulté parce que le handicap, je n'arrive pas à l'appréhender, le handicap du salarié qui est dans mon effectif. Alors, il y a autant presque de handicap que d'experts du handicap sur votre territoire. Donc, pour le handicap moteur, par exemple, vous avez les GEPH. Pour le handicap visuel, j'ai le CADV à votre disposition. Pour le handicap auditif, il y a Diapason. Et pour les handicaps psychiques, mentaux et les troubles cognitifs, vous avez l'UDAF 79. Donc, ce sont vraiment des experts du handicap sur un handicap en particulier, donc qui sont à votre disposition pour vous outiller sur la manière que vous avez d'appréhender le handicap et la situation de handicap de la personne, de votre collègue.
Donc, vous avez aussi donc les études EPAST, qui sont donc en dessous, études préalables à l'aménagement des situations de travail. Ce sont des études ergonomiques qui interviennent en complémentarité des études de poste dont parlait tout à l'heure Christelle, que Cap Emploi peut mettre en place notamment. Alors l'idée, là, et le curseur, il se situe à un certain niveau. Pourquoi on mobiliserait plus à un moment une étude de poste classique ou une étude EPAST? L'idée, c'est que l'EPAST, elle vient questionner des situations de travail qui sont complexes. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière complexe? En fait, la situation de travail, elle peut être complexe parce que du fait de l'environnement de travail ou de l'organisation des postes, par exemple, de la polyvalence du poste, du fait que la personne ait une multiplicité de situations de travail sur son poste, qu'il y ait un temps d'observation du poste avant d'envisager la solution qui est particulièrement important. Et ça peut aussi être une étude qui est justifiée parce que la situation de travail de la personne qui est problématique vient questionner l'ensemble de l'environnement de travail, des relations entre collègues qui peuvent être parfois tendues parce que des collègues qui ne comprennent pas pourquoi telle personne est dans cette situation. Enfin, voilà, ça peut créer tout un tas de quiproquos, de malaise, de mal-être entre collègues. Et donc là, l'EPAST peut être l'outil privilégié et pertinent pour traiter de l'ensemble de ces situations-là. Donc ensuite, je vais passer à la slide suivante. Donc, vous présentez l'offre de la GFIP directement à votre destination. C'est une offre qui n'est pas intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a deux approches aujourd'hui dans notre offre de service. On a l'offre qui est intermédiaire par le biais de Cap Emploi, mais aussi une offre directe à votre destination que l'on appelle l'offre conseil et accompagnement des entreprises. Et également, donc ça c'est une approche plus individuelle à votre destination, et également le réseau des référents handicap. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Donc, l'offre conseil et accompagnement, l'idée, c'est d'identifier et de mettre en œuvre avec vous les actions permettant de développer l'emploi de personnes handicapées et d'intégrer durablement le handicap dans la gestion des ressources humaines. Voilà, c'est en gros vous outiller sur toute la thématique handicap-emploi. Ça va être qu'est-ce que l'obligation d'emploi, comment je fais pour répondre, comment favoriser l'emploi au sein de mon entreprise de personnes en situation de handicap, toutes les questions autour de la reconnaissance du handicap, qu'est-ce que c'est, à quoi j'ai le droit, à quoi mon salarié a droit, voilà. Donc c'est une approche vraiment individuelle à votre destination. J'ai mis le contact de ma collaboratrice et collègue sur le site de Poitiers, Karine Hilaire, qui est en charge de ce dispositif sur le territoire des Deux-Sèvres, qui est à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans cette démarche plus globale de l'emploi au sein de votre entreprise et comment j'articule le handicap au sein des ressources humaines de mon entreprise. Donc, elle est à votre disposition pour répondre à vos questionnements et pour vous accompagner dans cette démarche-là. Maintenant, l'approche plus collective, c'est ce qu'on appelle le réseau des référents handicap. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le RRH. C'est un réseau d'échange dédié aux employeurs du territoire pour vous accompagner et soutenir vos projets en faveur des personnes en situation de handicap. Concrètement, comment ça se matérialise? Eh bien, au sein des entreprises, vous avez des référents handicap qui vont se rassembler régulièrement pour partager les bonnes pratiques, pour s'outiller, pour se sensibiliser à différentes questions. Ça peut être par exemple le maintien dans l'emploi comme on le fait là. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'une maladie chronique évolutive? Comment je vais gérer au sein de mon entreprise et comment je vais accompagner mes collègues, le collectif de travail sur qu'est-ce que c'est que la maladie chronique évolutive, quelles sont les conséquences, comment on va gérer ça, le bien-être, les bonnes postures, les bonnes attitudes à avoir et toutes les aides mobilisables. Enfin voilà, tout ça est interconnecté. Donc vous avez le contact de ma collègue Delphine Cousson qui est donc en charge du dispositif RRH, qui sont des actions donc sur une journée où vous vous retrouvez, où les référents handicap des entreprises se retrouvent pour discuter, échanger autour de la dimension du handicap en entreprise. Toutes les actions qui peuvent être mises en place de manière inter-entreprise, ça va être des ateliers aussi de sensibilisation, des ateliers participatifs sur toutes ces questions relatives à l'accompagnement et à l'emploi plus globalement des personnes en situation de handicap et au maintien dans l'emploi, notamment. Ensuite, donc vous dire, et c'est de manière plutôt conjoncturelle, que en ce moment et depuis un certain nombre de temps maintenant, depuis le début de la crise sanitaire, la GFIP a mis en place un certain nombre de mesures exceptionnelles, donc à différents niveaux. Hein, ça peut être dans le cadre de l'alternance, par exemple, mais aussi dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc elles sont mobilisables jusqu'au 28 février 2021. Il y a deux clés d'entrée. On a réfléchi à ces mesures en suivant donc deux axes. Le premier, c'est
on s'était dit, voilà, comment tenir compte de la crise sanitaire et des répercussions, de ces répercussions dans notre offre de services classique. Donc, on a choisi d'adapter 2 mesures que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, l'aide à l'adaptation, l'aide à l'intégration et l'évolution professionnelle qui est adaptée, et l'adaptation également de l'aide au maintien. L'idée, c'est de se dire, par exemple, eh bien, la crise sanitaire a eu des répercussions bien particulières. Par exemple, j'avais imaginé, identifié une solution de maintien pour un salarié, j'ai été accompagné, tout s'est bien passé. Finalement, la crise sanitaire a eu un impact particulier qui a fait que ça a chamboulé complètement cette solution et que j'ai besoin d'un temps supplémentaire pour réfléchir à une nouvelle solution impactée par la crise sanitaire. Donc, il faut encore du temps, donc il faut qu'on finance encore du temps, donc 2 000 € supplémentaires, voilà, pour avoir ce temps-là de réfléchir à la solution qui a été trouvée, c'est pas forcément la bonne parce que maintenant il y a des conséquences de la crise au sein de l'entreprise. On va avoir du temps encore supplémentaire pour réfléchir à la solution de maintien qui sera la plus adéquate. Donc c'était pour un petit exemple sur l'adaptation de l'aide au maintien. Ça peut être aussi l'aide exceptionnelle au maintien, par exemple. Voilà, donc c'est le 2e axe. On a créé une aide exceptionnelle au maintien qui vient vous aider pour donner du temps à la mise en œuvre d'une solution de maintien dans l'emploi. Par exemple, la solution a été trouvée, mais par contre, elle ne peut pas être mise en place tout de suite parce que j'avais identifié du matériel, mais il ne peut pas être livré dans les temps parce que la crise a eu son effet, le confinement. Donc, il va falloir que tu puisses financer les coûts entre-temps générés par ce manquement qui est temporaire. Donc, on vient financer une aide exceptionnelle au maintien. Toutes ces aides-là, je vous invite à aller les voir sur le site internet de la GFIP. Elles sont bien expliquées. Vous êtes bien orientés, bien outillés. Vous savez à peu près laquelle est mobilisable. Mais aussi, je vous invite bien évidemment à vous rapprocher de notre partenaire et de votre partenaire Cap Emploi de terrain pour toutes ces questions relatives au maintien. Ce sont des experts qui pourront vous orienter du mieux qu'ils peuvent et sur tous les dispositifs qui sont mobilisables. Moi, j'en ai fini avec la partie AGFIP. Est-ce que vous avez… Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser. On y répondra bien favorablement avec Christelle, notamment sur son regard d'expert. Elle pourra aussi vous outiller, comme elle l'a déjà fait à travers ses exemples, donc sur des réponses bien précises. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez, sur toute cette dimension handicap autour du maintien dans l'emploi. Alors, il y a déjà des questions, donc on va peut-être bénéficier de votre présence sur scène pour répondre à Madame Bizarre. Nous bénéficions d'un accord groupe relatif au handicap. Pouvons-nous tout de même faire partie du réseau RRH et potentiellement bénéficier des aides que vous avez mentionnées? Alors, donc, je pense que ça a sauté un petit peu. Excuse-moi, Hélène, j'ai pas entendu ce que tu peux redire. Pardon. Donc, Madame Bizarre-Béatrice qui dit nous bénéficions d'un accord groupe relatif au handicap. Pouvons-nous tout de même faire partie du réseau RRH et potentiellement bénéficier des aides mentionnées? Donc, c'est le lien entre accord groupe et RRH. Oui, alors tout à fait. Alors là, je vous invite à contacter ma collègue Delphine Cousson. Après, si vous avez un accord groupe et que vous respectiez le taux d'emploi de 6%, bien évidemment, vous pouvez bénéficier de ces aides et services. Ensuite, il y a une question sur le prérequis de la reconnaissance du handicap et les aides mobilisables. Donc, Madame Ferrier-Sarah qui se pose la question, qu'en est-il d'une personne non encore reconnue, mais qui aurait besoin de tous ces dispositifs, mal de dos handicapant, par exemple? Alors là, je peux… il faut… Ah oui, vas-y, Christelle. Là, je dirais que dans cette situation-là, le réflexe, ça va être comme l'a présenté Natalia tout à l'heure par rapport au service de santé au travail, peut-être demander une visite à la demande pour qu'il y ait une évaluation de la situation de santé et de repérer les problématiques, parce qu'il est peut-être possible que cette personne, elle soit orientée vers une démarche de reconnaissance du handicap afin de pouvoir mettre en œuvre les différentes solutions ou les différentes pistes qui ont été présentées ici. Maintenant, tout problème de santé ne justifie pas pour autant systématiquement d'aller sur une démarche de reconnaissance du handicap. Donc, avec le médecin du travail, il peut y avoir parfois des préconisations qui peuvent être faites
et qui peuvent être, entre guillemets, facilement mises en place dans l'entreprise. Et il peut aussi parfois, que ce soit dans le cadre de la MSA ou dans le cadre de la CPAM, qu'il y ait des aides financières qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la prévention. Donc là, ce sont des aides donc spécifiques qu'il faudrait prendre le temps de détailler dans un autre temps, mais ce sont des choses qui peuvent aussi exister. Donc, je dirais que la première démarche, en tous les cas, à conseiller, ça reste la visite à la demande auprès du médecin du travail pour qu'il y ait une évaluation de la situation de cette personne. Donc, justement, par rapport aux visites médicales et à la médecine du travail, donc, Madame Marion Herpin qui se pose la question sur, alors que l'employeur n'arrive pas à obtenir de rendez-vous pour des visites médicales avec la médecine du travail pour ses salariés reconnus travailleurs handicapés, dans ce cas, quelle autre démarche engager pour être sûr que ces 10 salariés soient bien aptes au poste et aptes au travail? Alors là, répondre à cette question de manière pratico-pratique, ne va pas être simple parce que je ne fais pas partie du service de santé au travail. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a les équipes médicales, donc on a les médecins du travail et les infirmiers, et peut-être sur des situations spécifiques, peut-être de préciser au niveau d'une demande de visite, de contextualiser la situation peut-être du salarié, même si ils sont nombreux à avoir cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Peut-être certaines situations peuvent être contextualisées pour éclairer le médecin du travail et faciliter la mise en place d'une demande de visite. Mais il ne faut pas hésiter à réinterpeller le médecin du travail en expliquant la particularité peut-être du public, des difficultés potentiellement rencontrées, ce qui permettrait peut-être d'avoir accès aux visites. Sachant que ça reste une réponse Cap Emploi et non d'un service de santé au travail, ni d'un médecin du travail que je ne suis pas. Est-ce quelqu'un pourrait étayer les propos de Christelle ou on poursuit? Donc, on poursuit. On a une question concernant la période de mise en situation au milieu professionnel. Alors, comment est-il possible d'enclencher une PMSMP pendant l'arrêt maladie alors que le salarié, lui, en arrêt maladie, il est toujours lié à l'entreprise par son contrat de travail et donc non inscrit à Pôle emploi? Je peux prendre la main ou Fanny viendra peut-être compléter si elle le souhaite. Ou également, la PMSMP, sur le principe, elle est possible pendant l'arrêt, même pour un assuré salarié. Concrètement, l'essai encadré, et Fanny et Héloïse vont plus le détailler que moi, peut être la réponse à la situation, puisque les essais encadrés sont passés de 3 jours à 14 jours, si je ne me trompe pas, ce qui peut être l'équivalent de la PMSMP. Donc, sur le principe, la PMSMP est possible pendant l'arrêt, mais je dirais, pourquoi ne pas faire fonctionner l'essai encadré dans ce contexte-là? Je laisse la main à Fanny et puis Héloïse qui vont peut-être venir compléter sur l'essai encadré. Oui, effectivement, c'est vrai que l'essai encadré, je pense qu'il est plus simple à mettre en place que la PMSMP, même si la PMSMP, elle n'est pas uniquement faite pour des gens qui sont inscrits à Pôle emploi. On la connaît peut-être plus de ce côté-là, mais elle est aussi mobilisable pour des gens qui sont en arrêt de travail. Mais comme tu l'as dit, Christelle, effectivement, l'essai encadré, c'est quand même plus simple à mettre en place. Hein. Il faut l'accord du médecin traitant, il faut en faire la demande à son régime de sécurité sociale, que ce soit la CPM ou la MSA, pour la mise en place. Et effectivement, avant, c'était uniquement 3 jours qui étaient fractionnables. C'était 3 jours maximum. Maintenant, depuis peu, là, c'est passé à 14 jours. Donc, c'est vrai que ça donne quand même une liberté de se mettre en situation sur un nouveau poste ou un ancien poste qui a été aménagé. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Héloïse. Non. J'espère qu'on a répondu à votre question. Une autre question de Madame Vincent. Donc, nous souhaitons faire l'acquisition de matériel pour aider notre salarié dans son activité. À qui nous adresser? Cap Emploi ou AGFIP, tout en sachant qu'une étude a été établie par le CIST? Ben, la question va être de savoir si la personne pour laquelle l'aménagement de poste est prévu a une reconnaissance travailleur handicapé ou assimilé ou avec une démarche en cours. Je dirais que c'est une des premières questions. Il faut que les choses soient également validées par le médecin du travail. Alors, puisque j'ai entendu CIST dans la question, on peut supposer que le médecin du travail a validé
le principe de l'aménagement au regard de la situation de santé et des restrictions. Donc, dans ces cas-là, effectivement, alors soit il y a besoin de tests de matériel quand même, et à ce moment-là, l'entreprise peut faire appel à notre service Cap Emploi pour les accompagner dans la mise en place des tests pour aller vraiment valider le besoin. Soit il n'y a pas besoin de tester le matériel, que les devis sont déjà identifiés, que la reconnaissance travailleur handicapé est déjà actée. Si tout ça, c'est déjà fait, comme le disait Paul tout à l'heure, effectivement, l'entreprise peut se rapprocher directement de la GFIP ou passer par notre intermédiaire, puisque nous avons, nous, la possibilité en général aussi d'argumenter et d'expliciter au mieux la situation de travail et donc d'accompagner le montage du dossier avec l'entreprise. Alors, pour toutes les personnes qui ont posé des questions, est-ce que les réponses sont satisfaisantes? Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Sinon, là, je n'ai pas d'autres questions. On va attendre un petit peu, peut-être, des réactions, d'autres questions. Rappeler, Hélène, que vous allez envoyer un mail où il y aura nos coordonnées aussi, si jamais il y a des questions qui arrivent ensuite, hein, parce que des fois on les a pas tout de suite, et puis c'est après on rencontre un salarié ou voilà, et il y a des questions qui arrivent. Vous aurez nos coordonnées dans un mail qui va être envoyé pour nous joindre en fonction des situations que vous allez pouvoir rencontrer. Oui, et comme le dit Fanny, de toute façon, vous allez recevoir le PowerPoint, vous allez recevoir une fiche avec les contacts utiles. Nous allons une fiche aussi sur laquelle on va reprendre tous les liens sur tous les outils qui vous ont été présentés, les coordonnées des passes, des EPAST, et également l'URL de l'enregistrement de ce webinaire, ce qui vous permettra peut-être, en le réécoutant, de poser d'autres questions. Et comme l'a dit Fanny, nous ferons une foire aux questions dont vous serez destinataire. J'ai un autre chat. Non. On vous remercie pour les réponses. A priori, vous avez été clair dans les réponses. Donc, je pense que peut-être si on n'a pas d'autres… Est-ce que Natalia, est-ce que tout le monde veut remonter sur scène éventuellement pour… avant de conclure le webinaire pour s'exprimer. Voilà. Natalia, Héloïse, vous avez peut-être des choses à rajouter? Je pense qu'on a vraiment balayé le plus de mesures possibles. Alors, il y en a beaucoup, mais c'était vraiment la volonté aujourd'hui d'apporter un maximum de réponses et une clarté sur les opérateurs. Et j'espère que vous l'aurez eu à travers ce webinaire. Voilà. Et on se tient à votre disposition, bien sûr. Bon, mais je vais donc conclure. Donc, bon, c'est à nouveau collectivement que nous vous remercions pour votre participation. Nous avons souhaité aujourd'hui créer cet espace pour apporter un éclairage sur la problématique du maintien dans l'emploi de vos salariés. N'hésitez surtout pas, de toute façon, comme on va vous envoyer les contacts et nos coordonnées, à revenir pour poser d'autres questions si besoin. Cette présentation aujourd'hui, elle se voulait pluridisciplinaire, collective. Hein. C'est un premier rendez-vous qui vous a permis de repérer des professionnels, des régimes de santé, du Cap Emploi, préventeurs, spécialistes de la prévention de la désinsertion professionnelle, chargés d'études à GFIP. Cette co-animation, c'est l'exemple vraiment concret de la dynamique partenariale des acteurs du maintien du département des Deux-Sèvres. En tout cas, merci pour votre participation. Et tous ces professionnels se tiennent à votre disposition pour vous accompagner. Voilà. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais peut-être disparaître pour que Fabien revienne. C'est bon, merci. Donc voilà, et on se donne rendez-vous donc? Oui, sur le lien que Fanny nous a envoyé. Voilà.
À de suite. À tout de suite.